Dans la première vidéo, on a vu des situations très concrètes, celles où, dans la vie quotidienne, les personnes les plus modestes paient plus cher pour manger, pour se chauffer, pour se déplacer, pour emprunter. Mais ces inégalités ne tombent pas du ciel. Elles ne sont pas dues à une suite de malchance. Elles ont des causes, des logiques, des mécaniques économiques bien connues, mais souvent invisibles. Alors aujourd'hui, on prend un peu de recul, on entre dans le système, et on essaye de comprendre comment il fabrique cette injustice. Premier facteur, l'asymétrie de l'information. C'est un concept central en économie de l'information, théorisé par George Akerlof, prix Nobel en 2001, dans son célèbre article « The Market for Lemons ». Quand certains acteurs disposent d'informations et d'autres non, le rapport de force se déséquilibre. Quand vous ne connaissez pas toutes les options, que les offres sont floues, ou quand vous n'avez ni le temps ni les outils pour comparer, vous êtes exposé à faire un mauvais choix. Et dans ce cas, souvent, vous paierez plus. Et pour un service, moins bon. C'est ce que vivent beaucoup de foyers modestes. Ils manquent d'informations claires. Ils ont moins de temps pour chercher et sont souvent la cible d'offres complexes, voire abusives. Deuxième logique, la discrimination tarifaire. Ce n'est pas une injustice morale ou juridique. C'est une stratégie économique. On adapte le prix selon le type de client ou son contexte. Une supérette vend plus cher qu'un hypermarché. Une banque applique des taux plus élevés à des clients fragiles. Ce phénomène a été largement étudié dans l'économie industrielle. Il repose sur une segmentation fine des clientèles, une pratique fréquente quand la concurrence est faible. Et comme les clients précaires ont moins de pouvoir de négociation, ils paient plus, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Il y a aussi ce qu'on appelle la contrainte de liquidité. Quand on vit avec peu, on ne peut pas anticiper. On achète à l'unité, on évite les abonnements, on repousse des paiements. Et ces choix, dictés par la contrainte, reviennent plus cher à long terme. Ce sont des arbitrages subis, pas choisis. C'est ce qu'analysent les économistes dans les modèles de consommation sous contrainte de budget. Les ménages pauvres ne peuvent optimiser leur consommation dans le temps. Ils achètent ce qu'ils peuvent, pas ce qui serait le plus économique. Et tout cela nous amène à un piège bien connu, la trappe à pauvreté. Ce concept central en économie du développement décrit un cercle vicieux. Moins de revenus, donc plus de dépenses contraintes. Donc pas d'épargne, donc pas d'investissement, donc pauvreté durable. Même avec de la volonté, les freins sont structurels. Et tant qu'ils ne sont pas levés, le système vous maintient, au fond. Autre levier, l'absence d'économie d'échelle. Une grande enseigne peut baisser ses prix parce qu'elle vend en masse. Une coopérative ou un commerce isolé ne le peut pas. Et les coûts, forcément, sont plus élevés, donc répercutés sur les clients. Ce phénomène est documenté depuis longtemps dans les travaux sur les structures de marché. Les économies d'échelle sont un facteur clé de compétitivité, dont les plus petits sont exclus. Enfin, il y a un champ essentiel, l'économie comportementale. Des chercheurs comme Daniel Kahneman, Amos Tversky ou encore Richard Thaler, tous prix Nobel, ont montré que nos décisions économiques sont influencées par des biais cognitifs. Et quand on est sous pression, ces biais s'amplifient. Stress, surcharge mentale, incertitude permanente. Tout cela nous pousse à choisir des solutions immédiates, simples, même si elles sont coûteuses. On évite les démarches. On souscrit à un crédit rapide sans comparer. On laisse passer une aide, faute d'énergie pour la demander. C'est humain, mais économiquement, c'est coûteux. Alors oui, les pauvres payent plus cher, mais ce n'est pas un accident, ce n'est pas un bug. C'est une conséquence logique d'un système où l'information est inégalement répartie, où les marchés sont segmentés, où la précarité crée des surcoûts et où la rationalité des choix s'effondre sous le poids du quotidien. Comprendre ces mécanismes, ce n'est pas excuser, c'est révéler ce qu'on ne veut pas voir. Et c'est la première étape pour agir.